Voici une nouvelle vidéo concernant la découverte de texte. Bon, d'ailleurs, ça va pas être trop de la découverte, ça va être cette fois-ci de la programmation, pas forcément triviale en plus. Donc, ce qu'on va faire dans ce chapitre, on va s'intéresser aux listes. Alors, qu'est-ce que c'est une liste? C'est une liste du type CSV. On va dire c'est une collection d'éléments séparés par des virgules. Je vais en mettre 4, je vais mettre 1, 2, 3 là. Et ici, je vais mettre Z. Bon, voici une liste de 4 éléments. Donc notre but, ça va être de programmer une macro. On pourrait l'appeler read CSV comme ça. Dans son argument, on lui donne tous les éléments et on peut se fixer comme objectif là pour l'instant, c'est qu'elle va lire chaque élément, l'isoler chacun et afficher chaque élément par exemple entre guillemets. Alors, comment va s'en s'y prendre pour programmer la macro read CSV? Alors déjà, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va lire tous les éléments. Il faut bien qu'elle lise son argument de toute façon. Et elle va faire une chose en plus, c'est qu'elle va ajouter un dernier élément reconnaissable. Il faut bien de toute façon qu'après, quand elle va lire chaque élément, elle sache quand on va arriver à la fin ou pas. Donc le but ici, c'est d'ajouter un dernier élément qui ne soit pas susceptible d'être déjà dans une liste fournie par l'utilisateur. On verra ce qu'on mettra. Et puis, le point numéro 2, ça va être une macro récursive. Elle va lire le premier élément. Et elle va tester si oui ou non c'est le dernier. Alors si c'est le dernier, eh bien c'est la fin de notre algorithme. Sinon, eh bien on fait ce qu'on a dit, on va l'afficher l'élément. Et puis on retournera au point numéro 2, c'est là où se passe la récursivité. Voilà notre algorithme. Allez, on va essayer de traduire ça en tech. Donc on va se mettre dans le préambule. Comme on va utiliser des macros privés, on va donner au 4 code, à l'arrobase le 4 code de 11, et à la fin on lui redonnera son 4 code naturel qui est 12. Bon, je suis en train de programmer le point numéro 1, donc lire tous les éléments, voilà, c'est donc elle lit son argument, et on va ajouter comme dernier élément un élément reconnaissable. Bon, pour l'instant, on va mettre relax. Voilà, ce sera notre argument reconnaissable. On changera peut-être après. Et donc, on va donner tout ça à une macro privée. C'est elle qui va être récursive, on l'appelait readcsv@a. C'est elle qui va effectuer le travail, en fait. Voilà, elle lit son premier élément, c'est-à-dire tout ce qui s'étend jusqu'à la première virgule. On va tester si cet élément c'est le dernier ou pas. On va tester ça avec le test ifix. On va tester si relax c'est la même chose que le premier token de l'argument qu'elle a lu. Donc si c'est le cas, on fait rien, donc je vais rien mettre dans la branche positive du test, et sinon on va afficher l'élément. Voilà, je vais le mettre entre guillemets comme ça. Je vais mettre un espace après. Et on va sauter un espace de un cadran. Et on revient au point 2. Voilà, j'ai traduit ligne par ligne quasiment l'algorithme qui est écrit en français ici. Alors je ne vais pas lancer la compilation ici parce que je vois bien qu'il y a une erreur de programmation ici. Quand la récursivité se met en place ici, la récursivité pour l'instant elle n'est pas terminale. Ça veut dire que quand la récursivité, quand la macro s'appelle elle-même, il reste quelque chose sur la pile d'entrée, il reste le phi. Si on se met à la place de la macro read csv@a, ce qui la suit, c'est le phi.
Donc ce qu'elle va lire à la deuxième fois, c'est-à-dire son argument numéro 1, ça va être le phi xy, et nous on ne veut pas que le phi soit lu par la macro readCSV @a. Donc on va le développer pour s'en débarrasser. Voilà, là c'est bon, la récursivité est terminale, il n'y a plus rien après l'appel récursif, je vais compiler et normalement ça doit fonctionner. Comme attendu. Je vais mettre tout ça entre chevrons pour être sûr que j'ai pas d'espace parasite. Ah oui, ici c'est normal qu'on en ait un, là, après le Z, après le dernier élément. De toute façon, après chaque élément, il insère un ressort, ici, HSkip, j'ai mis, d'un cadran. Donc après le Z, il y a aussi un ressort d'un cadran. Alors il faudrait que quand je suis sorti du processus, c'est-à-dire ici, que j'annule le dernier ressort. Et pour ce faire, on utilise la primitive unskip qui retire de la liste courante le dernier ressort qui a été inséré. Donc, cette fois-ci, si je compile, je n'ai d'espace parasite nulle part. Donc pour l'instant, notre macro readCSV fonctionne correctement. Alors ce qui ne va pas, c'est ce relax ici. Parce que relax, si jamais un élément commence par relax, par exemple si j'avais mis relax ici, au deuxième élément, le test qui va être fait ici, puisque l'argument 1 commence par relax, le test va être positif. Et moi je ne veux pas que le test s'arrête sur un élément qui n'est pas le dernier. Alors ce qu'on peut mettre comme élément, il faut mettre quelque chose que l'utilisateur n'est pas susceptible de mettre dans sa liste d'éléments à lui. Alors on peut mettre par exemple ça. On peut décider très bien que le dernier élément de notre liste, c'est la macro, pourquoi pas après tout, readCSV @a. Elle est privée, donc l'utilisateur n'y a pas accès puisque dans le corps du document, le code de l'arrobase est 12. Donc on ne peut pas y accéder directement. Donc je vais, au lieu du relax, je vais mettre ceci ici, c'est beaucoup plus sûr comme cela. C'est mieux. Comme ça si je mets relax ici, le test sera faux. Après ce qu'il faut modifier ici, bon, ça fonctionne très bien comme ceci, mais je vais externaliser du test les branches positives et négatives du test avec mes first of two et mes second of two. Et là je vais mettre pareil. Ce qui fait qu'après le test, je vais mettre dans deux arguments entre accolades ce que je fais dans la branche positive du test, c'est-à-dire je fais rien, et dans la branche négative du test, je vais mettre tout ceci là. Je n'ai plus besoin de cet expand after ici, puisqu'il servait à développer le phi, et comme c'est déjà fait par celui-là, donc celui-là ne sert à rien. De toute façon, il développerait l'accolade, ça ne servirait strictement à rien. Voilà, c'est plus propre comme cela. Bon, ça va donner exactement le même résultat, bien sûr. Non, j'ai une erreur de compilation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un paragraphe ici. Voilà. J'ai mis une ligne en trop. Et bien voilà, notre macro readCSV effectue le job. Elle lit chacun des éléments, le met entre accolades, on pourrait mettre autre chose, n'importe quoi, et s'arrête bien au bon moment. Bon, on va mettre, pour être encore plus propre dans la programmation, on va mettre des hameçons. Qu'est-ce que c'est des hameçons? C'est des macros que l'on insère dans le code et qui exécutent des tâches dont on a besoin. Alors, on va mettre 3 hameçons. On va mettre un premier hameçon ici. Alors, en anglais, ça s'appelle hook. Je vais mettre un premier hameçon, je vais l'appeler hook init. Ici, à la place du unskip, je mettrai un hook end. Et ici, c'est-à-dire ce que je fais pour chaque élément, je vais mettre un hook item, on va appeler. Voilà. Bon, il faut que je programme mes trois hameçons. Hook init, on avait dit que ça c'était rien du tout, donc on a besoin de rien. On pourrait mettre quelque chose dans d'autres contextes, bien sûr. À la fin du processus, on avait dit qu'on faisait unskip.
Et pour chaque élément, alors ce qu'il faudrait en fait, c'est que je passe, que ce soit une macro à laquelle je donne comme argument l'élément en cours. Donc elle va lire un argument. On avait dit qu'on le mettait entre guillemets comme ça et qu'on sortait un EM. Voilà, j'ai donc ça on les met au début, comme ça ils sont faciles à trouver, c'est pas besoin, on n'a pas besoin de lire tout le code et chercher à chaque fois où se trouvent les actions dont on a besoin. Donc ça revient exactement au même. Si je compile, je vais avoir la même chose. Ce qui est pratique justement, c'est que ici je sais où chercher pour, alors si j'avais envie par exemple de le mettre dans une boîte et de coller toutes les boîtes entre elles, ben, je pourrais modifier le hook de l'élément comme ceci. Je compile. Voilà, j'ai donc toutes les boîtes qui se suivent les unes à la suite des autres. C'est plus pratique, c'est plus propre, c'est plus facile à maintenir. Un code où il y a des hameçons, d'un code où il n'y en a pas, on est obligé à chaque fois de chercher où c'est qu'on doit modifier des choses. C'est beaucoup mieux comme ça. Bien, pour pouvoir manipuler la liste facilement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indexer chacun de ces éléments. Qu'est-ce que ça veut dire indexer chacun de ces éléments? C'est-à-dire qu'on va le repérer par son numéro d'ordre dans la liste. Par exemple, on va commencer à compter à partir de 0. Ben, l'élément ABC sera l'élément numéro 0, XY sera l'élément numéro 1, etc. Il y a deux façons d'indexer une liste. Soit on indexe la liste elle-même, c'est-à-dire on pourrait créer une nouvelle liste qu'on stockerait quelque part, une liste privée. On pourrait devant chaque élément mettre son numéro d'ordre suivi de 2 points, ce serait pas mal. On pourrait faire comme ça. Créer une liste privée comme ceci. Et après c'est assez facile avec des arguments délimités de trouver n'importe quel élément de numéro X. On va pas faire comme ça, mais on pourrait L'embêtant c'est que ça demande une programmation un peu plus délicate avec les arguments délimités. Nous ce qu'on va faire, on va définir une macro pour chaque élément. Et dans le nom de la macro, eh bien, il y aura justement son numéro d'ordre. Bon, allez, j'efface donc tous les hameçons qu'on avait précédemment. Alors déjà, comme on va compter les éléments, au fur et à mesure qu'on les passe, je vais déclarer un nouveau compteur. Je vais mettre CSV count. Voilà, ce sera le nom de mon compteur. Alors déjà dans la hameçon d'initialisation, je vais initialiser ce compteur, je vais le mettre égal à 0. On verra ce qu'on mettra dans la hameçon de faire. Par contre maintenant, à chaque fois que je lis un item par la hameçon hook@item, eh bien je vais définir une macro. Alors je ne peux pas l'écrire en dur là puisque son nom va changer à chaque fois. Donc je vais me servir de la paire csname and csname. Et dedans je vais mettre le nom de la macro contenant chacun des éléments de ma liste. On pourrait mettre csv @item le numéro justement auquel on en est actuellement. Alors, je vais mettre number csv count. C'est pas mal comme ça. Ce qui veut dire que par exemple le premier élément, mais il serait contenu dans la macro, c'est csv @item 0. Voilà, tout ça ce sera le nom de la macro qui contiendra le premier élément. Et donc ici je lui donne comme texte de remplacement l'élément courant lu par la hameçon hook@item. Bon, alors je ne peux pas écrire ça comme ça, il faut que je développe tout ça pour créer le nom de la macro, parce que si je ne développe pas, ben, la primitive def elle va définir la primitive csname, ce que je ne veux pas. On va mettre un expand after, on va indenter comme ça, voilà, c'est pas mal. Bon voilà donc, ah non il faut en plus, pardon, il faut en plus que j'augmente le compteur à chaque itération. Donc je vais faire advance. Allez, on va l'augmenter de 1 bien sûr à chaque itération. Voilà ce que va faire donc mon hameçon pour chaque item. Et puis dans l'hameçon de faire, ce qu'on pourrait faire, on pourrait définir la longueur de la liste par exemple.
je vais l'écrire en macro public pour l'instant. Je vais mettre edef parce que je veux qu'elle développe son texte de remplacement. Et je vais mettre la valeur du compteur. Ça contiendra bien la longueur de la liste parce que le compteur il est incrémenté à chaque fois après chaque lecture d'item. Donc pour cet item, c'est l'item numéro 3, enfin l'index numéro 3. Et après avoir assigné la macro contenant cet élément, le compteur est augmenté de 1, donc il vaudra 4. Donc ici, ça vaudra bien la longueur de la liste. Ça compense un peu le fait qu'on commence à compter à partir de 0. Bon, je vais compiler juste pour voir si j'ai pas d'erreur de... Je n'ai pas d'erreur, ça va. Alors évidemment, il n'y a aucun affichage ici, puisque dans la leçon de chaque item, on n'a rien dirigé vers l'affichage, on a juste fait deux assignations, une assignation pour une macro qui contient l'item et une assignation pour incrémenter le compteur. Alors, je vais juste m'assurer que ça fonctionne bien, je vais demander, je vais mettre meaning à la limite, je vais demander à ce qu'on m'affiche ce que contient la macro. Je vais recopier ça. Contenant l'item numéro 2 par exemple. Pareil, il faut que je développe ça ici, donc je mets un expand after. Et pour m'assurer que la macro que j'avais définie ici, qui s'appelle csvlen, allez, compilons. Bon, ça a l'air de fonctionner comme il faut, hein. La macro qui contient l'item numéro 2, je rappelle que celui-là c'est le 0, celui-là c'est le 1, donc le numéro 2 c'est celui-là, c'est bien un texte BF 1, 2, 3, et la longueur de la liste c'est bien 4, elle contient bien 4 éléments. Bon voilà, on a réussi à indexer la liste. Alors bien sûr, il n'y a plus rien qui est dirigé vers l'affichage, mais on a finalement la macro read CSV, réalise l'indexation de la liste. Bien, on va essayer de mettre en place une interface utilisateur, parce que là, bon, c'est un peu le bazar, il y a des macros privés, il y a des macros publics, on ne sait plus trop. Alors imaginons que je veuille construire une macro new list. Ce serait un peu un constructeur, si on voyait ça sous l'aspect des langages orientés objets. Et je pourrais donner un nom à ma liste, parce que si j'en ai plusieurs, après tout, il faut bien que je les distingue les unes des autres. Et là, dans l'argument, je vais remettre la même chose que tout à l'heure. Voilà, ceci, ce serait mon constructeur de liste. Je vais effacer tout ça. Alors, qu'est-ce que va faire ce constructeur? Eh bien, il va lire et indexer la liste. Ça, c'est la macro qui est ici. D'ailleurs, je vais la rendre privée, cette macro. Parce qu'après tout, l'utilisateur n'a plus à y avoir accès. C'est une macro qui va indexer la liste, elle n'a pas à être publique. Donc bon, new list donc, va indexer la liste, ça forcément. Et puis il va offrir des interfaces utilisateurs pour faire différentes choses. Alors, on pourrait par exemple imaginer, il faudrait qu'on programme une macro csvlen, je vais mettre ma liste, et que ça renvoie la longueur de la liste dont le nom est ma liste, et ici ça renverrait 4. Puis ce constructeur, il faudrait qu'il donne aussi accès à n'importe quel élément de la liste. Par exemple, on peut mettre on fera qu'on prend une macro csv item par exemple. Le nom de la liste toujours, et l'index. Par exemple, si je mets 1, mais ça renverrait, ça c'est 0, ça c'est 1, ça renverrait xy. Voilà tout ce qu'il faut qu'on programme pour notre constructeur new list. Bon, allez, c'est parti. Je vais commenter ça parce que
Donc le constructeur a deux arguments. Le premier c'est le nom de la liste. Et l'argument 2 c'est la liste elle-même. Bien, de toute façon il va falloir que j'aille indexer la liste. Donc tout de suite je vais mettre ça. Et l'argument, ben, c'est la liste elle-même, donc c'est l'argument 2 ici. Bon, il ne faut pas que je laisse ça comme ça parce que les hameçons là, je vais les supprimer de là et je vais les mettre dans mon constructeur. C'est eux qu'il va falloir que je reprogramme correctement. Bon, l'hameçon d'initialisation qui est ici, on va laisser le compteur égal à 0, c'est pas mal. Donc on va laisser cet hameçon tel quel. J'aurais pu le laisser à l'extérieur d'ailleurs, bon, on va le laisser dedans. Alors l'hameçon de fin, lui, il faut qu'il définisse une macro privée. Parce que CSVLN, c'est une macro publique qui me donnera le nom de la longueur de ma liste. Donc je vais mettre comme ceci, et ici je vais mettre, il faut que je mette un CSNAME, une CSNAME évidemment. Et donc après l'arrobase, là, je vais mettre le nom de la liste, c'est-à-dire l'argument 1 de mon constructeur. Il faut que je mette un expand after ici pour développer CSNAME et CSNAME comme d'habitude. Bon, voilà mon hameçon de fin qui est pas mal. Alors ici, alors déjà attention, il va falloir que je double les signes dièse puisque c'est une macro qui est imbriquée. Voilà, c'est la façon correcte de faire. Alors, les macros qui reçoivent chacun des éléments, alors ils sont indexés par le compteur CSV count, et puis je vais mettre ici je vais mettre le nom de ma liste. Voilà, ça fait que chaque macro qui reçoit un élément d'une liste, il sera reconnaissable déjà par le nom de la liste et par son index. Et on va avancer, on va incrémenter le compteur comme ça, ça m'a l'air pas mal. J'ai plein d'espace parasite parce que comme je les ai mis dans la macro, ici il faut que je commente. Bon, je regarde, ça n'a pas l'air si mal que ça. Oui, alors je vais essayer. On va faire new list. Moi je vais l'appeler ma liste, et puis je vais mettre exactement ce que j'avais tout à l'heure. Là, voilà, comme ça. Oui, déjà si je compile, est-ce que j'ai des erreurs de compilation? Oui. Alors qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas content? Read CSV arrobase. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Là. Voilà, j'avais pas mis des arrobas partout quand j'ai rendu la macro read CSV privée. Donc ça devrait aller là cette fois-ci. J'ai pas d'erreur de compilation, donc c'est bon. Voyons, je vais m'assurer que je vais mettre avec meaning, tiens. Avec que l'élément numéro 2, par exemple, je vais prendre celui-là. Donc c'est quoi déjà? C'est CSV arrobase, donc le nom c'est ma liste arrobase 2, j'ai dit. Je vais mettre un expand after juste pour voir si cette macro CSV arrobase ma liste arrobase 2 qui a été définie par le hameçon qui est là est correcte. C'est bon, elle contient bien texte BF de 1, 2, 3. Et je vais m'assurer, pareil, j'aurais pu couper l'expand after tant que j'y étais franchement, voilà, que la longueur c'est la bonne. Alors la longueur c'est contenu dans CSVLN, je vais recopier ici, arrobase ma liste, et puis il n'y a pas d'index. Voyons. Non, c'est bon. Donc les hameçons ont été correctement reprogrammés. Maintenant il nous reste à programmer les macros publics. Alors CSVLN,
Alors 1 c'est le nom de la liste, hein, encore une fois. Bon, c'est très facile puisque la longueur de la liste elle est contenue dans cette macro là. J'ai qu'à recopier ceci ici. Et l'argument 1 c'est le même que là. Tout à l'heure l'argument 1 c'était le nom de la liste, là aussi, donc c'est bon. Et puis il faut que je programme une macro. Voilà, CSV item. Alors 1 encore une fois c'est le nom de la liste. Et 2 c'est l'index. C'est très facile aussi, il suffit que je recopie ceci puisque c'est rangé dans cette macro là. Ici pardon. Là. Donc 1 c'est le nom de la liste et l'index c'est pas number, s'il est donné explicitement ici c'est 2. Eh ben on va essayer. Je vais mettre entre chevrons pour être sûr que j'ai pas d'espace parasite. Et je vais mettre élément 2. Mettre entre chevrons aussi, donc je vais mettre CSV item, ma liste 2. Je ferme le chevron, on compile. Ah ben voilà, on a fait quelque chose de pas si mal. On a fait un constructeur, on a reprogrammé les hameçons de telle sorte qu'ils agissent en tenant compte du nom de la liste. Et on a offert 2 macros publics, 2 interfaces utilisateurs comme ceci. Alors ces 2 interfaces utilisateurs, elles fonctionnent comme il faut, mais il leur manque quand même quelque chose, c'est qu'en fait on n'a fait aucun test ici, si la liste elle existe ou pas, par exemple pour CSVLN. Si j'écrivais ici par exemple n'importe quoi, fou, une liste qui n'existe pas, que je n'ai pas construite avec mon constructeur newList, si je compile, alors j'ai pas d'erreur de compilation, mais bon j'ai rien ici comme longueur. Alors pourquoi j'ai pas d'erreur de compilation? C'est parce qu'en fait c'est une règle de tech qui dit que lorsqu'une macro est construite avec csname, ncsname, et que la macro qu'on obtient n'a jamais été définie, ce qui est le cas ici, hein, eh bien cette macro est rendue égale à relax. Donc en fait ici, csvlen foo devient égal à relax, c'est pour ça que j'ai pas d'erreur de compilation. Bref, moi je voudrais quand même tester si la liste existe ou pas. Alors à quelles conditions une liste existe ou pas? Comment j'ai fait avec mes hameçons? De toute façon, en fait, le constructeur ici, newList, par l'intermédiaire de la macro read@csv, elle va de toute façon définir à la fin du processus la macro csvlen nom de la liste. Donc en fait, il y a une macro. Elle s'affiche en vert, c'est parce que c'est une macro qui fait partie de etech. C'est pas une macro de tech initialement. Alors qu'est-ce que fait ce test? C'est un test tout comme n'importe quel autre. Alors déjà il forme le nom de la macro qui est ici et il regarde si cette macro a été définie ou pas. Si elle a été définie, le test est positif. Si elle n'a pas été définie, le test est négatif. Donc si la macro a été définie, ben, je peux la mettre dans le flux de lecture comme ceci. Sinon, eh ben, je vais envoyer un message d'erreur. Je vais me servir de la primitive de tech rMessage, je vais mettre undefined list. Voilà, c'est pas mal. Et donc ici, normalement, je devrais avoir une erreur de compilation avec mon message d'erreur. Voilà, ici, undefined list. Voilà, on est déjà à l'abri avec cette macro publique d'une liste qui a une erreur de frappe éventuellement, mais d'une liste qui n'a pas été définie. Il faudrait que je fasse pareil ici pour CSV item. Il faudrait aussi que je définisse que je teste si la liste a été définie, et puis il faudrait aussi que je teste si l'index il est valide ou pas. Bon, alors on va factoriser le code un peu parce que là on va paramétrer exactement tout comme là. On va faire une macro. Allez, on va faire comme ça, on va l'appeler comme ça, if list defined. Alors c'est le nom de ma macro.
tout ça, je vais être très flemmard. Avec mon astuce des first of two et des second of two, je vais rejeter en dehors du test les issues. Comme ça ici du coup j'ai plus qu'à mettre ceci. Hop, je vais mettre entre accolades le nom de ma liste. Si elle est définie, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre ceci dans le flux de lecture de tech. Et sinon, je mets rmessage. Voilà. Je vais faire pareil là. Je recopie. Alors si la liste est définie, je vais enlever ça. Bon, il faut que je teste maintenant si l'index il est bon ou pas. Alors à quelles conditions l'index il est bon ou pas. Comme ça c'est beaucoup plus lisible. Il faut que l'index il soit strictement inférieur à la longueur de la liste. Parce que je commence à compter à partir de 0. Donc ici la longueur de la liste c'est 1. 0, 1, 2, 3, donc c'est 4, puisqu'il y a 4 éléments, et l'index maximum qui est admissible, c'est 3. Donc c'est bien strictement inférieur à ceci. Je rappelle que quand texte s'attend à lire un nombre, il développe au maximum. Donc ça, ce sera développé dans la macro csvlen quelque chose, et qui elle-même sera développée en un nombre. Je mets relax pour stopper la lecture du nombre. Donc là l'index est bon, donc je vais afficher ça, l'élément que je cherche. Sinon, eh bien, je vais mettre un message d'erreur. Pareil, je vais faire rmessage, je vais mettre bad index. Voilà, ça c'est si la liste elle est définie, et si la liste elle n'est pas définie, eh bien je mets pareil undefined list. Voilà, j'ai un peu blendé, on va dire, par rapport aux erreurs de l'utilisateur, ce qui peut se passer, les erreurs qui peuvent arriver, aussi bien dans csvlen que dans csv item. Donc, je vais quand même tester ici. Voyons, si je mets l'index numéro 5, qui n'existe pas puisque l'index maximum c'est 3, je compile, je devrais avoir pareil bad index qui s'affiche quelque part. Voilà, ici c'est bon. C'est pas tout à fait bon parce qu'ici il manque d'ailleurs un fil, je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Voilà, ça me paraît mieux. Bon, alors notons que j'ai pas du tout testé si l'index il était négatif. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, parce qu'après tout. Alors ce qu'on va faire, on va sur le même modèle qu'on a défini, cette macro qui testait si la liste était définie ou pas. Je vais tester. Je vais définir une macro if valid index. Je vais mettre un le nom de la macro et de l'index que j'ai envie de tester. Alors, je vais recopier ceci. Donc si l'index il est plus petit strictement que la longueur, donc là c'est bon. Il faudra que je teste en plus si l'index il est strictement positif. Je vais mettre else. Et là je vais mettre mon expand after second of two. Bon, ici maintenant, il faut que j'imbrique le test, il faut que je me dise
si l'index il est... Donc il faut qu'il soit positif ou nul, puisque l'index 0 ça existe. Donc positif ou nul, comme j'ai pas d'inégalité large dans mes tests de texte, je vais mettre strictement supérieur à -1. Comme c'est des entiers, ça revient de toute façon à tester s'il est positif ou nul. Alors pareil, je vais mettre first of two, else expand after second of two, if. Bon, on fait comme d'habitude, mais sauf que là, alors ça fonctionne pas. Bon, déjà ici c'est bon, j'ai un espace ici qui va stopper la lecture du nombre -1. C'est ici que ça va pas. Parce que ça, en fait, cet expand after là va développer ce else et ce phi va le faire disparaître. Et après, ce que va voir first of two, ben, c'est ça. La branche else du test de plus haut niveau n'est pas développée. Donc en fait ici il faut que je fasse deux développements. Un premier développement pour supprimer la branche du test intérieur et un deuxième développement pour supprimer la branche du test de plus haut niveau. Et donc pour faire deux développements, je vais mettre 3 expand after et ici aussi. Je suis obligé de faire comme ça. Voilà mon test if valid index. Et bien je vais m'en servir. Hop. Je vais recopier ça là. Je vais mettre if valid index. Donc on va mettre, j'enlève tout ça, je n'ai plus besoin. Le nom de la liste de mon index. Donc si le test est bon, si l'index est bon, pardon, on met ça dans le flux de lecture. Et si le test n'est pas bon, et bien je mets mon rmessage bad index. Ah, c'est beaucoup mieux. Il faut que je commente le deuxième argument. Je compile, alors ça va donner exactement la même chose normalement. Voilà, j'ai mon bad index qui s'affiche. Et si j'avais mis -4 ici, et bien normalement je dois avoir bad index aussi. Voilà, nos deux macros utilisateurs sont un peu plus résistantes, on va dire, aux erreurs sur le nom de la liste ou sur les index que l'on peut faire. Bon, dernière chose qu'on va rajouter, puis on arrêtera là parce que la vidéo va commencer à être beaucoup trop longue, il faudrait que je définisse une macro set item pour offrir à l'utilisateur la possibilité de modifier un item. Alors 1 ça va être le nom de la liste, 2 ça va être l'index de l'item que je veux modifier, et 3 ça va être le code de l'item, du nouvel item, on va dire, le nouveau code de l'item. Alors on va faire pareil, donc si la liste existe, je ferai des trucs, sinon je vais mettre undefined list. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais tester si l'index est défini ou est valide ou pas. Donc je me sers de ça. Il faut que je mette un nom de la liste et 2 l'index. Donc si l'index est valide, eh bien, il va falloir que je redéfinisse l'index dont il est question, et si l'index n'est pas valide, eh bien, je vais mettre bad index comme là. Donc je le mets là. Je n'oublie pas de commenter ici. Bon, ici il faut que je redéfinisse la macro privée qui avait été définie dans la meçon qu'on avait à chaque item. Hop, je vais recopier ça. Je suis où je suis perdu? Là. Donc toi, tu vas te pousser déjà. Alors, 1 c'est bien le nom de la liste et 2 c'est mon index. Et là il faut que je mette le code 3. Il me faut un expand after évidemment ici. Mais voilà, ma macro set item, c'est bon. Je vais le tester ici. Élément 2, donc je vais mettre 2.
je vais redéfinir l'élément 2, l'élément de ma liste. C'est quoi l'élément de CXY? Index numéro 2, et on va mettre W à la place, et comme ça après je réafficherai élément 2, et normalement ça devrait me mettre W. Alors, je vais tester si tout fonctionne, plutôt comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'oublie toujours que je commence à compter à partir de 0. Bon, ben, l'élément 2 c'était texte BF1 de 3, j'ai redéfini cet élément ici, et donc quand je l'affiche après, ça fait bien W. Alors on va s'arrêter là pour cette fois-ci, la vidéo commence à être un peu longue. On a quand même fait pas mal de choses, on a réussi à indexer une liste avec une macro récursive ici. Après on a construit une macro newList qui est un peu un constructeur de liste. Et en reprogrammant correctement les hameçons, on a réussi à faire fonctionner comme il faut la macro récursive RISCSV de façon à donner un nom à chaque liste pour pouvoir l'adresser facilement par la suite. Et on a offert à l'utilisateur 3 macros publiques, une macro qui donne la longueur de la liste, une macro qui permet de trouver, d'extraire on va dire de la liste un item par son index, et une macro set item qui permet de modifier un élément par son index. Je vois donc qu'il manque 1% ici, 1% ici. De toute façon, les espaces parasites, c'est monnaie courante en tech. Voilà, on arrête là pour cette fois-ci. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où nous continuerons à manipuler des listes. Peut-être qu'on enlèvera des éléments, on en rajoutera des éléments, on verra ce qu'on fera. À bientôt.